Mouvement de grève plutôt bien suivi à la SNCF. Les cheminots ont de multiples raisons d'avoir le blues. Jacques Lang passe de la lumière à l'ombre après l'annulation par le Conseil constitutionnel de son élection à Blois pour avoir trop dépensé d'argent lors de sa campagne législative. L'Algérie s'enfonce chaque jour davantage dans la guerre civile, 29 morts au cours des 24 dernières heures. Mini-révolution Grande-Bretagne où le week-end ne sera plus vraiment ce qu'il était. Le Parlement a en effet donné son feu vert à l'ouverture des magasins le dimanche dans certaines conditions. Madame, Monsieur, bonsoir. La brigade criminelle a été chargée de l'enquête sur les causes de l'incendie qui a provoqué hier la mort de 6 personnes, dont 5 enfants, dans un immeuble de Créteil. Même si l'origine de ce sinistre ne semble pas criminelle, tout le monde se demande pourquoi le feu a pu se propager aussi vite et aussi haut. Manifestement, les normes de sécurité ne sont plus adaptées dans un certain nombre d'immeubles collectifs. Reportage Philippe Boisserie, Daniel Lévy. Toute la journée, les habitants de l'immeuble des Bleuets sont restés dehors, pendant que policiers et pompiers menaient l'enquête dedans. Une enquête qui ce soir s'oriente beaucoup plus vers la thèse de l'accident que vers celle de l'acte criminel. Une information judiciaire pour homicide et blessures involontaires a été ouverte pour déterminer comment le feu a pris au 3e étage. Le seul accusé pour l'instant reste l'immeuble, à tel point que le ministre du Logement a demandé une expertise. Visé notamment ce chauffage à air pulsé, en fait un excellent propagateur de feu, responsable de l'embrasement rapide des appartements. Pour les habitants, ce n'est certainement pas la seule cause. C'est un immeuble qui était extrêmement tranquille, nous n'avions aucun problème. Je regrette là. Il y avait des problèmes. Oui, Il y a 20 ans que je demeure ici, puis je vous dis qu'il y a 20 ans qu'on a des problèmes avec vous. Hein. En 89, on a déjà eu un procès avec vous, puis on l'a gagné d'ailleurs. Bon, là, on ne peut pas polémiquer. Et puis vous étiez engagé à faire des travaux. Depuis 89, on n'a rien vu venir. Depuis 89, nous étudions cette réhabilitation et nous aboutissons. C'est une œuvre de longue haleine. Étudier, il y aurait... C'est très bien que nous devions démarrer les travaux prochainement. Car si l'immeuble n'était pas soumis aux réglementations plus draconiennes des 30 dernières années, tous les habitants réfugiés au gymnase dénoncent son manque d'entretien. À tel point qu'une présidente de tribunal saisie pour un litige sur les loyers était venue constater sur place cette vétusté évidente. C'était il y a 4 ans. Depuis, rien, si ce n'est une promesse de réhabilitation pour janvier. Les habitants qui ont pu réintégrer ce soir leur logement attendent avec encore plus d'impatience. Le trafic ferroviaire a été sensiblement perturbé sur l'ensemble du réseau SNCF aujourd'hui. Tous les syndicats avaient appelé à la grève. La sinistrose des cheminots a de nombreuses explications. Des réductions d'emplois, la rigueur salariale, mais aussi le règne des petits chefs ou encore le cafouillage du système Socrate. Pascal Gueulemer, Roger Motte. Ce ne sont pas des voyageurs, mais bien des grévistes. Une petite poignée seulement, rassemblés gare de Paris-Austerlitz. Les autres sont restés chez eux. On fait grève et on discute. Des salaires qui n'augmentent pas, des emplois qu'on supprime et qu'on ne remplace pas. Aujourd'hui, les cheminots ont peur d'une chose, c'est demain, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce qu'il y a un éclatement total au niveau de tous les services et on a peur du lendemain. Aujourd'hui, on n'a plus une sécurité d'emploi vraiment d'assurer. Une grève nationale donc, avec un taux de participation de 17%, dit la direction, mais de près de 50% chez les agents de conduite. Une grève avec son lot de perturbations, gare Saint-Lazare comme ailleurs. Moi je dis que s'ils ont quelque chose à dire et qu'ils le disent, c'est quand même chiant les grèves. Une grève de plus après la grande manifestation d'octobre, après le boycott par les syndicats des réunions avec la direction en novembre. Pas de doute, le climat social s'alourdit, le syndrome Air France menace. Alors, le président Fournier allume des pare-feux. Il propose une augmentation salariale de 1% pour 94 et une petite prime de rattrapage pour 93. Il promet aussi davantage d'embauches, à condition que les formules de temps partiel qu'il souhaite développer aient un réel succès. Et puis surtout, il parie sur la concertation. Baliverne, disent les syndicats, qui pourrait bien faire monter encore la pression, avec peut-être une nouvelle action dès la semaine prochaine, jour du conseil d'administration. On vous l'a dit, cette grève a affecté toutes les lignes de l'Hexagone. Alors comment les usagers ont-ils vécu cette nouvelle perturbation, par exemple en région lyonnaise? Reportage Françoise Vallée, Jean-Claude Martin. Allô Anna? Ouais. Eh ben, je serai pas à l'heure. Hein. J'ai un train pas avant 3 heures. Résignés et tranquilles, ces voyageurs coincés à Lyon à cause de la grève. Aujourd'hui, 2 TGV sur 3 ont circulé entre Lyon et Paris. Un train sur 3 pour les grandes lignes, 1 sur 4 pour les lignes régionales, avec en général énormément de retard. On attend là déjà depuis plus de 30 minutes.
un train. On espère qu'il va arriver parce qu'on nous dit rien. Quand on se renseigne la veille auprès de l'accueil de la gare, on nous dit un horaire de train, on arrive le matin à la gare, il n'y est pas. Là, je cherche même plus à savoir pourquoi ils font grève, hein. C'est toute l'année alors. Eux, quand ils font grève, ça se traduit par des gênes pour les usagers. Bon, faut accepter, c'est pas tous les jours. Surtout que je viens de Marseille, alors je suis colère, le temps dur de vite rentrer chez moi, à Saint-Étienne. Encore un peu de patience ce soir et demain matin. En effet, le travail doit reprendre à 8 h, mais le trafic risque d'être perturbé sur les grandes lignes régionales jusqu'en fin de matinée. C'est le genre de record dont il se passerait bien. Le département des Yvelines est l'un de ceux qui compte le plus de cadres au chômage, plus de 12 000. Quelques-uns d'entre eux étaient aujourd'hui devant les locaux du Conseil général pour réclamer une ANPE qui leur soit spécifique. L'occasion de rappeler la situation inconfortable de ces sans-emploi qui ont parfois beaucoup de difficultés à se faire plaindre. Reportage Luc Bazizin, Christian Leroux. Bagage professionnel ou pas, le chômage emprisonne. Un labyrinthe dans lequel les cadres ont eux aussi du mal à trouver la sortie. J'étais directeur général d'entreprise, je gagnais 70 000 francs par mois, aujourd'hui j'en suis arrivé je crois à 9 800. Je pense que les chômeurs cadres ne sont pas plus défavorisés que les autres. Les chômeurs cadres ont un seul souci, c'est que leur endettement était plus important que les autres chômeurs et qu'aujourd'hui ils se retrouvent avec des situations qui font qu'au niveau de l'endettement, évidemment, ils ne peuvent pas tellement y s'y tenir. Je suis demandeur d'emploi depuis 2 ans et depuis cette période, en tant qu'ancien membre dirigeant d'entreprise et consultant, je n'ai pas du tout le droit à aucune allocation chômage. Donc je suis sans revenu depuis cette période. Actuellement, je vis essentiellement avec la paye de ma femme qui travaille à mi-temps, ce qui fait qu'on a en revenu 4 500 francs, plus les allocations familiales, 800 francs, ce qui nous fait environ 5 200 francs pour vivre. Ces cadres s'attendaient aujourd'hui à être plusieurs centaines dans la rue. Ils n'étaient qu'une trentaine. Peut-être la honte d'être cadre et chômeur. Pour 89 816 francs et 65 centimes, Jack Lang n'est plus député. Il est inéligible jusqu'en mars prochain. Le Conseil constitutionnel l'a en effet déclaré démissionnaire d'office de son siège de député socialiste de Loir-et-Cher pour avoir dépassé donc de près de 90 000 francs le plafond de 500 000 francs de dépenses autorisées pour une campagne législative. Reportage Nathalie Saint-Cric, Frédéric Pasquet. Aujourd'hui, c'est Jack Lang qui aura besoin du réconfort de ses camarades socialistes. Invalidé par le Conseil constitutionnel, il n'est plus député. Pire encore, déclaré inéligible 1 an, jusqu'en mars 1994, il ne pourra se représenter à l'élection législative partielle qui aura lieu d'ici quelques semaines à Blois. Mars 1993, au milieu de la débâcle socialiste, Jack Lang fait figure de rescapé. Il l'emporte d'une courte tête face à Jacqueline Gouraud, la candidate centriste. 1700 voix d'avance sur quelques 60 000 suffrages exprimés. Quelques semaines plus tard, le maire de Blois se fait épingler par la Commission nationale des comptes de campagne. Le Conseil constitutionnel est saisi. Jack Lang a trop dépensé. On lui reproche aujourd'hui un dépassement de 89 000 francs au-delà du plafond de 500 000 francs autorisé. Un sondage, une brochure, une revue éditée par son suppléant. Comptabilité sans appel, Jack Lang est invalidé. C'est très difficile d'interpréter pour la première fois une loi lorsqu'elle s'applique. La jurisprudence va éclairer les autres élus. Pour Jack Lang, il y avait un doute sur un certain nombre de dépenses. Pour un certain nombre de celles-là, d'ailleurs, je ne pensais pas que ça compterait dans son compte de campagne. Il fallait rétablir l'égalité entre les candidats. C'est la loi, d'ailleurs, qui l'organise. Cette loi qui a été voulue par le gouvernement socialiste, dont M. Lang faisait partie. Eh bien, justice a été faite. Même registre pour Michel Rocard qui, tout en regrettant la décision des sages, a sobrement déclaré qu'il aurait dû faire un peu plus attention. Quant au Parti socialiste, il n'a pas encore désigné son futur candidat à Blois. Tu les as, elles sont dociles. Le feuilleton du GATT, quoi qu'il arrive, les négociations sur ce que l'on appelle l'acte final de l'Uruguay Round devront être terminées dimanche à minuit et le texte général de cet accord bouclé lundi. Et c'est lundi que les ministres des Affaires étrangères des 12 se retrouveront à Bruxelles pour examiner de près ce document. Réaction aujourd'hui de Michel Rocard, mieux vaut un mauvais accord que pas d'accord du tout. Un autre ancien Premier ministre, Raymond Barre, met lui en cause l'attitude de la France dans ces négociations du GATT. Raymond Barre estime qu'à s'arc-bouter sur des exceptions, la France encourage des positions conservatrices et court le risque de l'isolement.
Alors que certains lobbies très organisés, notamment les agriculteurs ou encore les artistes, font jouer à fond le tam-tam médiatique, d'autres secteurs s'inquiètent beaucoup plus discrètement. Par exemple, les industriels du jouet. Reportage dans le Jura, Yannick Le Tranchant, Pascal Ponce. Un charme, une quiétude, à 100 lieues des balais diplomatiques de Bruxelles et de Genève. Le Jura, réputé pour ses lacs et ses vallées encaissées, est avant tout la patrie du jouet. La moitié de la production de notre pays vient de cette région. Chez Smoby, le premier fabricant français, on a du mal à croire au Père Noël. Les négociateurs du GATT prévoient de supprimer tous les droits de douane sur les jouets en provenance de pays tiers. Les industriels français et européens s'inquiètent. Il serait alors difficile de contrer l'invasion des produits faits en Asie, forcément moins chers. Par exemple, au Vietnam, à l'heure, un ouvrier gagne 1,50 franc. Si on compare à un salaire français horaire d'environ 55 francs par exemple, ça prouve qu'entre un jouet fabriqué en Asie et un jouet fabriqué en France, il y a entre 40 et 50 fois la différence. Le Jura se sent piégé et un peu démuni. Ici, le jouet fait vivre 2000 salariés à temps plein, près de 10 000 sur toute la France, sans compter la sous-traitance, désarroi. C'est le gouvernement qui devrait arrêter l'invasion des produits asiatiques. Malheureusement, on nous oublie. 9500 personnes en France qui travaillent pour le jouet, finalement, ça n'est rien pour des gens à Bruxelles qui raisonnent d'une manière globale. Les industriels s'en sortent, du moins pour l'instant. Les artisans, eux, ne sont plus très nombreux. Ici et là, au détour d'un village, ils tentent de perpétuer la tradition du jouet en bois. Ce que j'espère, c'est qu'il y ait une réaction un peu des Européens et plus particulièrement des Français vis-à-vis de ces objets et que les gens se remettent un peu à acheter de l'article français. Le jouet en bois, les Asiatiques savent aussi le fabriquer, mais il lui manque peut-être ce petit supplément d'âme. S'il était encore des nôtres, Fernand Reynaud ne pourrait plus ironiser sur les sinistres Sunday is closed londoniens. Le Parlement britannique s'est en effet prononcé hier soir pour une ouverture partielle des magasins le dimanche. C'est une véritable révolution là-bas, même si la loi de 50 sur le commerce était déjà largement violée. Reportage de notre correspondant permanent à Londres, Christian-Marie Monod. Dimanche est le jour du Seigneur. Ils étaient quelques-uns à afficher leur conviction, à tenter une ultime protestation devant Westminster. À une forte majorité, la nuit dernière, le Parlement britannique a voté l'ouverture des magasins le dimanche. Journée historique, un vote qui remet en cause une législation de près d'un demi-siècle. Beaucoup de magasins ouvraient déjà le dimanche, en toute illégalité. Le feu vert ne fait que confirmer la situation. J'ai confiance maintenant. Et les conséquences ne seront pas aussi mauvaises que certains ont brandi au cours du débat. Le front du refus subsiste. Ainsi, Marks & Spencer reste hostile à cette ouverture dominicale. En revanche, les magasins Virgin applaudissent des deux mains. Ils ont plus de chances qu'à Paris. Ayant tenté l'ouverture en France, nous espérons maintenant l'Espagne, c'est clair que cette question de l'ouverture le dimanche sera posée dans toute l'Europe, qui la recherche. En principe, seul le personnel volontaire travaillera le dimanche et des avantages sont avancés pour les candidats. Être payé, vous pouvez avoir 1 ou 2 jours de vacances en plus quand vous travaillez un dimanche. Donc c'est assez intéressant pour les employés. En Grande-Bretagne, les contradictions étaient quelquefois comiques. Ainsi, il n'était pas possible d'acheter un dictionnaire, mais une revue pornographique, du whisky, mais pas de biberon pour les enfants. Les Anglais sont dans l'ensemble ravis. Il n'y a pas de problème, on peut toujours aller à l'église et faire des courses. Nous n'aimons pas faire les courses le dimanche. Je pense que c'est tout à fait une bonne idée. Ça va dans le sens de l'économie, pourquoi pas? Une victoire pour le gouvernement de John Major. La loi sera soumise en juin prochain à la Haute Assemblée, la Chambre des Lords, où l'Église se fera entendre, mais ne pourra pas obtenir un retour en arrière. Après 10 ans d'une rude bataille, les marchands du Temple l'ont emporté sur l'Église. Consommateurs et commerçants sont ravis, mais les dimanches anglais vont perdre de leur charme. En Algérie, ces dernières 24 heures ont sans doute été les plus sanglantes depuis le début des affrontements entre forces de l'ordre et islamistes il y a maintenant 2 ans, avec 29 morts au total. Les images de nos correspondants sur place, commentées par Françoise Joly. Larba, à une vingtaine de kilomètres d'Alger. C'est dans une rue de cette petite ville que Max Barbeau, retraité français, a été assassiné il y a un peu plus de 36 heures. Assassinat toujours pas revendiqué. À Larba, pas question de s'arrêter. Nous sommes ici dans une zone à très haut risque. Ce fameux triangle de la mort où rares sont les jours sans affrontement entre forces de l'ordre et groupes islamistes armés. La force de ces derniers tient à ces montagnes. Elle sépare la plaine d'Alger des hauts plateaux
et elles sont devenues le refuge de maquis, de commandos rapides et autonomes. Hier encore, à Sidi Moussa, 8 policiers sont morts dans une fusillade, et pas n'importe lesquels, ils faisaient tous partie des ninjas, ces troupes d'élite de la sécurité algérienne. Une réponse, peut-être, aux multiples ratissages et à la pression de l'armée et de la gendarmerie ces dernières semaines. Mais quelle logique, alors, à ces autres tueries? Près de Chlef, dans l'ouest du pays, un simple déjeuner tourne au drame. 8 civils sont abattus par l'irruption de 4 hommes en armes. Dans un peu plus de 2 semaines, le Haut Comité d'État qui exerce le pouvoir en Algérie devrait se retirer. Mais pour laisser la place à qui? À l'armée peut-être? En attendant, seule la violence s'exprime dans cette course au pouvoir. Le sang qui continue de couler également en Bosnie. 8 morts et 16 blessés à Sarajevo pour cette seule journée. Rendez-vous éminemment symbolique pour François Mitterrand aujourd'hui à Prague. Il y a 5 ans, jour pour jour, le chef de l'État avait en effet invité à l'ambassade de France un certain nombre de dissidents tchèques, et notamment Václav Havel, qui venait tout juste de sortir de prison et qui portait sur lui sa brosse à dents, ne sachant pas où il dormirait la nuit suivante. La Russie est en pleine campagne électorale avant le référendum de dimanche sur le projet de nouvelle constitution défendu par Boris Yeltsin, élection également à la nouvelle Assemblée fédérale de Moscou. En Russie, il n'y a aucune réglementation des dépenses électorales, bien au contraire, l'argent coule à flot versé par des hommes d'affaires plus ou moins nets, en majorité pour les candidats pro-Yeltsin, afin d'éviter tout retour en arrière. Avec nos correspondants permanents, Dominique Derda et Jean-François Bernigaud, portrait d'un jeune milliardaire qui arrose beaucoup et pas toujours de façon désintéressée. La cargaison est précieuse. La viande congelée dans ces cartons vaut de l'or. Elle arrive par wagons entiers de toute l'Europe. Ici, nuit et jour, on décharge, on stocke, on répartit, de quoi alimenter des centaines de magasins à travers le pays. À 26 ans, Alexandre Tarakanov est le patron de la plus grosse entreprise privée d'importation de nourriture à Moscou. La politique, il s'y intéresse de près parce que c'est d'elle dont dépendent ses affaires. À la télévision, les mouvements qui soutiennent Boris Yeltsin ratissent large. Liberté, propriété, légalité. Des slogans qui sonnent à l'oreille du jeune millionnaire comme autant de promesses d'abondance. Alors, Alexandre Tarakanov a décidé d'investir une partie de ses copieux bénéfices et d'aider les réformateurs, les démocrates, à faire campagne avant les élections du 12 décembre. Il leur a offert 100 millions de roubles, environ 500 000 francs, l'équivalent de 3 heures d'antenne à la télévision. Question, quelle différence y a-t-il entre l'aide financière et la corruption? La corruption. On ne donne pas des pots de vin. On aide une tendance politique que l'on croit juste. Alexandre Tarakanov a de l'argent et des projets. S'agrandir, construire des usines. Mais pour cela, il faut des autorisations parfois difficiles à obtenir. Il attend donc de ceux qui l'aident aujourd'hui qu'ils ne l'oublient pas au lendemain des élections. Ce n'est pas un mécène, c'est un homme d'affaires. Comme le dit la chanson de propagande électorale, il y a ceux comme lui qui roulent en Mercedes vers un avenir radieux. Et puis il y a les autres, beaucoup plus nombreux. Ceux-là se demandent souvent si là-haut, au Kremlin, Boris Yeltsin et les siens prient bien aussi pour eux. Lucien Gilles de Vallière, un étudiant de 26 ans accusé, entre autres, d'avoir assassiné une fillette de 10 ans, a été condamné cet après-midi par la Cour d'assises de Haute-Savoie à la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté incompressible de 30 ans. À Dijon, le verdict dans l'affaire Villemain-Laroche devrait être en principe connu en milieu de semaine prochaine. Les débats sont clos depuis ce soir, mais il ne semble guère avoir apporté la lumière. Commentaire de notre envoyé spécial, Dominique Verdeillan. Claude Collin aurait voulu rester au second plan. J'ai tiré un trait sur cette affaire, dit-il, à tel point que je ne voulais plus lire les journaux. Être le 123e et dernier témoin le réjouit à moitié. Certes, dit-il, je libère ma conscience, mais je devinais aussi tout ce qui allait me tomber sur le dos. Si Claude Collin est entendu au dernier jour des débats, c'est aussi parce que son témoignage a été tardif, 6 ans après les faits. Claude Collin est précédé par la rumeur. Depuis 3 jours, des témoins sont venus dire ce que l'homme avait vu. Les détails ne manquaient pas. Claude Collin devait être le témoin de la dernière chance, déterminant, accablant, capital. La cour d'assises doit déchanter.
Certes, il déclare avoir croisé vers 17 h en compagnie de Madame Clodon une voiture. Le conducteur était un homme corpulent. En une fraction de seconde, il a distingué une chevelure rousse. Mais Claude Collin dit n'avoir noté aucun autre détail, ni couleur, ni type de véhicule, aucun enfant à bord. Et devant l'assaut de questions, le témoin agacé, irrité, prévient « Je dis ce que j'ai vu, pas ce que les gens disent depuis 10 ans ». Mais Marcel Clodon, sa passagère, ne donne pas la même version. Elle n'a vu aucune voiture. Ainsi donc, cette ultime déposition n'a aucune valeur de preuve. On peut tout juste parler de coïncidence troublante. Deuxième déception pour ceux qui espéraient aussi que l'interrogatoire de Muriel Boll, la semaine dernière, lève le voile. Définitivement envolé, les espoirs de voir élucider le mystère de la Vologne. Le président Ruysens lui-même n'avait pas caché son souhait de réussir là où la justice a pataugé durant 9 ans. Seule la vérité apportera la paix, avait-il dit. Hélas, la cour d'assises ne s'est pas transformée en confessionnal. Nous ne quittons pas Dijon pour capter une autre image de ce procès. Elle est signée Helmut Newton, le maître de la photo de mode, qui s'est plongé dans l'univers de l'affaire Grégory. Reportage Isabelle Stess, Didier Daron. Ça, c'est l'univers d'Helmut Newton. Calme, luxe et volupté, dans l'atmosphère très intimiste des studios photos. Ça, c'est l'inédit. À 73 ans, il se jette pour la première fois dans l'arène des paparazzis. Quand j'étais garçon à l'école, j'ai rêvé à faire ça, bien sûr. Mais je n'ai jamais fait parce que je ne suis pas assez rapide. Quand il y avait la bousculade, j'étais pas très efficace. J'étais très découragé après le deuxième jour parce que j'étais sûr, double sûr, que j'ai rien sur la pellicule. Dépassé, le grand Newton, pas tant que ça. Malgré ses envies d'abandon, il a tenu bon. Voici le travail. La personne qui m'a vraiment fasciné, c'était Muriel. Et j'ai dit, levez votre tête, mademoiselle, que je puisse voir vos beaux yeux. Je crois qu'il y a quelque chose qui est un peu animal. C'est un visage d'une autre époque. Christine Villemain. Ben, ça m'est échappé totalement. D'abord, je me trompais, comme vous savez, comme tout le monde sait, à mon chagrin. Vous avez photographié quelqu'un d'autre à la place de Christine? Moi, j'ai cette image, que le dos, la tête baissée. Ça, c'est Christine qui est à côté de son avocat. Vous avez la foule de spectateurs qui voudraient voir du son. C'est comme une corrida. Ça fait partie de ces sentiments que j'ai eus de Moyen-Âge, une France profonde. Le corbeau est venu la deuxième nuit pour me visiter dans ma chambre de l'hôtel. Il a frappé à la fenêtre. Alors j'ai vite pris mon appareil, j'ai fait son portrait qui n'a pas duré très longtemps. Il était comme les autres. Très fugitif, on dit fugitif. Les députés ont adopté cet après-midi le projet de loi instituant une peine de perpétuité réelle pour les auteurs de meurtres accompagnés de viols sur mineurs. Ces détenus pourront toutefois être libérés après un minimum de 30 ans de prison en vertu d'un système de grâce décidé après avis de 3 psychiatres par 5 magistrats de la Cour de cassation. Ce projet de loi évoque également la prise en charge psychiatrique de ceux qui ont commis des délits sexuels mais qui ne sont pas des assassins. L'un d'entre eux a accepté de parler. Voici son témoignage recueilli par Caroline Laudrin, Anne Poncinet et Daniel Lévy. Un jour, avec un surveillant, l'homme que nous ne verrons pas est entré ici au CNO, une unité de Fresnes où passent en observation tous les détenus condamnés à plus de 10 ans. L'homme dont nous parlons a été condamné à 12 ans pour viol sur mineur de 15 ans et il voudrait qu'on l'aide à se soigner. J'ai peur pour l'avenir, donc je veux être sûr qu'en sortant de prison, le délit que j'ai commis ne puisse pas se reproduire une nouvelle fois. Est-ce que vous avez conscience que c'est mal, donc, ce que vous avez fait? Oui, j'ai conscience. Ça fait 4 ans que je pense à c'est la victime. Je ne l'oublie pas et j'ai très bien conscience de ce que j'ai fait. Et j'ai pas... C'est honteux. Et le fait de savoir que c'est mal ne suffit pas pour vous à vous dire je ne le referai pas? Non, c'est pas assez. Il faut quelque chose de plus fort encore. Comme une espèce de thérapie de choc un peu. Pour pouvoir arriver à sortir de cette envie qu'on a, qui vous prend. Des fois, ça vous prend comme une envie, ça vous lâche plus après. Il faut quelque chose qui vous aide parce que tout seul vous n'y arrivez pas.
Lui n'avait pas d'antécédents. Alors, cette prise en charge psychiatrique garantit-elle à tous les coups qu'il n'y aura pas de récidive? Non, disent les psychiatres, mais pour eux, il est indispensable de la proposer aux détenus. Concrètement, il y a des sujets qui, informés, incités, sont demandeurs. Il faut donc leur offrir un espace d'écoute humanisant, mais aussi ce suivi au niveau social participera à une diminution, je le dis prudemment et honnêtement, une diminution de la probabilité de récidive. Encore faut-il pouvoir assurer ce suivi psychiatrique. Or, aujourd'hui, on manque terriblement de moyens en cette matière dans les prisons pour longue peine en France. Joli cadeau de Noël pour un certain nombre de sans-abri, avec enfin un logement qui devrait être livré l'avant-veille de Noël le 23 décembre à Évry dans l'Essonne, suite au plan d'urgence pour les SDF lancé cet été par le ministère du Logement. Dans moins de 2 semaines, donc, le premier hôtel social, comme l'on dit, de ce programme va ouvrir ses portes à une 50aine de sans domicile fixe. Reportage Jean Pézieux, Frédéric Delarue. 100 000 francs, c'est le coût de construction d'une chambre, le moins cher de sa catégorie, auquel prétend parvenir cette chaîne d'hôtels Une Étoile. C'est elle aussi à qui on a fait appel pour construire le premier hôtel social pour les sans-abri qui ouvre à Évry dans quelques jours. Situation en bout de ville nouvelle, là où le terrain est le moins coûteux. Procédé de construction, des panneaux de béton fabriqués en grande série et un ensemble de techniques rapides qui abaissent le prix de revient. L'hôtel social comprend 29 logements, les plus nombreux des 2 pièces pour femmes et enfants et des studios pour les isolés. Grâce à l'aide au logement, les SDF paieront moins de 400 francs par mois pour les studios. Les voici, tout équipés. Surface 9 mètres carrés, elle est de 12 mètres carrés en HLM. Je pense qu'on est capable maintenant, grâce aux recherches architecturales et techniques, de faire des chambres de 9 mètres carrés où on peut vivre de façon tout à fait correcte, étant bien entendu encore une fois que le but est d'y vivre 6 mois, 1 an en attendant de trouver autre chose et non pas d'y passer sa vie. Certains contestent ces choix. Exemple, cette cité de transit construite en 1956 dans le Val-de-Marne. Les logements ont été rénovés en 1975, puis cette année, au total, l'équivalent du prix de logement neuf. Les logements que nous avons derrière nous étaient faits également pour être provisoires et ils sont toujours là aujourd'hui. Nous disons il faut construire des logements de qualité car autrement on le paye en entretien et en réhabilitation. L'idéal, ce sont de vrais logements sociaux. Mais il y a l'urgence si on ne veut pas que les SDF passent l'hiver dans le métro. Construction économique ou construction durable, difficile de trancher. Big Bang cet après-midi dans un quartier nord de Marseille avec 7 immeubles foudroyés simultanément. 2 secondes pour réduire 253 logements en gravats. Technique utilisée, le foudroyage et le basculement. Reportage de nos spécialistes Valérie Gagé et Jean-François Giorgetti. 3, 2, 1, 0. Secondes pour démolir 7 immeubles. Les habitants de la Savine n'ont eu que le temps de sursauter, tout était déjà par terre. Avec la déflagration, ça m'a surpris en train de filmer. Ça fait penser à la guerre, je sais pas, ça fait un drôle de... Construite à la va-vite au début des années 70, la cité de la Savine avait besoin d'une coupe claire pour perdre ses allures de ghetto. Ses habitants l'ont bien compris, pour eux la disparition de certaines tours est le premier pas vers un urbanisme plus intelligent. Il y en a trop de bâtiments, oui, c'est trop collés l'un à côté de l'autre. Il y a trop d'étages aussi. On prenait trop de place et c'est bien si, exemple, ils faisaient des aires de jeu. Comme ça on pourrait jouer au moins. Son vœu sera exaucé. Bientôt, en effet, à la place des gravats, pousseront des arbres, des balançoires, une maison des associations. La Savine, cité du chômage, de la délinquance, cherche un second souffle. Démolir les tours, c'est un peu comme enlever des vêtements trop serrés pour mieux respirer. 2 mots de sport pour vous rappeler tout d'abord la défaite hier soir de Monaco face à Barcelone 2-0 au lendemain de l'élimination de Bordeaux de la Coupe de l'UEFA. Ne parlons plus de ce qui fâche, mais plutôt de ce qui réjouit nos cœurs d'Européens. La victoire du bateau qui porte précisément les couleurs de l'Europe dans la 2e manche de la Whitbread autour du monde. Pour une fois, un petit a battu les gros. Commentaire François Brabant. À première vue, il n'a rien d'un monstre. Pourtant, dans la 2e étape de la Whitbread, Introm Justicia, bateau européen, a réalisé 2 exploits. Battre le record de la distance parcourue en 24 heures et battre le record de l'étape Punta del Este, Fremantle. Il faut dire qu'entre l'Uruguay et l'Australie, ça soufflait fort. 15 nœuds minimum et l'impression, selon l'équipage, de se retrouver face à une lance à incendie grande ouverte.
En prime, quelques glaçons de plusieurs mètres de long à éviter et on a une idée précise de la valeur de l'exploit qu'a réalisé Intrum Justicia et son barreur britannique Laurie Smith. Smith qui déclarait au tout début de la course, sceptique, ce genre de bateau c'est très bien pour les filles. Dans quelques minutes, notre magazine envoyé spécial avec au sommaire ce soir un reportage sur la folie des jeux télévisés en Russie, une enquête également sur le stress des mères de famille salariées et enfin un bilan de la situation en Camargue après les inondations. 23h35, votre dernier journal en compagnie de Catherine Sellac. Demain à 7h50, pour les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Elisabeth Guigou, ancien ministre des Affaires européennes. Dans quelques secondes, la météo signée Sophie Davant ce soir au programme pluie, vent, nuages, mais aussi douceur. Rendez-vous demain 20h. Excellente soirée, merci.